Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est la vidéo PEA, c'est la vidéo que vous adorez. Selon les statistiques de YouTube, c'est la vidéo qui vous intéresse le plus sur la chaîne Mind de Cash et j'espère que celle-ci ne sera pas une exception. Et avant de la commencer, je vous invite à vous inscrire à la chaîne en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre des likes si vous aimez les vidéos que je fais sur la chaîne et les dislikes, vous ne les mettez pas, me mettant un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien en PayPal pour faire une petite donation. Et merci énormément pour ceux qui ont déjà fait. Bon, donc, avant de démarrer cette vidéo, je voulais juste vous donner une information que j'ai fait en interview avec une chaîne qui s'appelle Pépiteur. Le lien pour cette vidéo, vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo pour ceux qui s'intéressent. Parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur les options. J'ai parlé pas mal de ces produits dont vous me posez également des questions dans les commentaires. Donc peut-être, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de mentionner cette interview dans cette vidéo qui est de PEA. Donc pour ceux qui s'intéressent au trading des options, à des stratégies que j'utilise pour gérer mon portefeuille et à optimiser ses performances en utilisant ces produits assez complexes. Donc vous pouvez aller regarder cette interview qui j'espère va vous plaire. Voilà, donc passons directement au sujet principal de cette vidéo. Donc comme pour mon portefeuille principal, je vous dis que l'image globale, le fameux macro, a complètement changé depuis ma dernière vidéo du mois de novembre parce que je fais la vidéo PEA, la dernière vidéo PEA c'était avant le vaccin de Pfizer, donc évidemment une fois que l'annonce a été faite, donc ça a changé complètement la situation boursière, ça a changé complètement la disposition de ce qui est risqué, ce qui n'est pas risqué, et on a vécu un vrai rallye de toutes les valeurs boursières, y compris dans mon portefeuille personnel, y compris dans le portefeuille PEA, dans les portefeuilles REITs, des valeurs des foncières cotées. En fait, en gros, toutes les valeurs ont augmenté et des bonnes performances qu'affichent mes valeurs dans mes différents portefeuilles. Ce n'est pas nécessairement lié à la génie de ma sélection ou quelque chose comme ça, parce que moi je suis comme tous les autres, donc je m'intéresse à la bourse, j'essaie d'être informé, j'essaie de m'exposer à des valeurs qui sont les moins risquées. Mais en tout cas, les performances que affichent mes portefeuilles actuellement sont purement liées vraiment à l'exubérance irrationnelle que vivons les marchés actuellement, avec cette euphorie qui se transforme en rallye de la fin d'année, donc appelez-le comme vous voulez. Mais dans tous les cas, nous sommes, de point de vue macroéconomique, nous sommes vraiment dans un contexte d'une euphorie pure, donc les marchés qui enchaînent une hausse après une hausse, donc tous les actifs risqués, même y compris surtout les Bitcoin, surtout les Tesla, pour moi c'est des indicateurs vraiment de cette exubérance irrationnelle, parce que derrière, en fait c'est des valeurs qui sont, après bon pour Bitcoin je ne sais pas trop parce que c'est difficile de déterminer sa valeur fondamentale, mais en tout cas pour les valeurs comme Tesla, on voit que l'argent va où il y a de la place, quoi, en fait. C'est un autre exemple, c'est d'ailleurs ces IPO de Airbnb qui s'est ouvert à 100%, plus de 100%. En fait, il a doublé en valeur dès l'ouverture. Donc, en gros, le contexte macroéconomique actuel est tel qu'on a tellement de liquidité dans les marchés. Cette liquidité ne va pas dans l'économie réelle, elle reste dans les marchés financiers. Et une fois qu'il y a une opportunité qui se présente, typiquement Airbnb, les gros flux d'argent vont dedans. Donc, il ne faut pas chercher les fondamentaux, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi, jusqu'à où ça peut être très particulière. Et cette période, elle défie complètement, en tout cas selon mon opinion, elle défie toute la théorie économique. Vous pouvez, par exemple, si vous revenez au livre, vous revenez aux sources théoriques, comment fonctionne l'économie, comment la bourse qui est censée représenter l'état économique et anticiper l'avenir. Comment aujourd'hui ces deux mondes sont décorrélés. Donc là, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière où je parlais de mon portefeuille personnel. Donc je le répète un petit peu en transformant quelques phrases dans cette vidéo PEA si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Dans tous les cas, nous sommes dans un contexte complètement du jamais vu. C'est tout ce que je peux dire, c'est du jamais vu. Donc maintenant, aller chercher à comprendre pourquoi les bourses valorisent un tel actif aussi cher, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, il y a tellement d'argent dans les marchés financiers que quoi qu'il arrive, il est bon. Voilà. Bon, Bitcoin à 23 000 $, donc ça, c'est un des exemples. Airbnb qui double sa valeur du marché dès l'ouverture, c'est un autre exemple. Tesla, c'est un exemple qu'on vit déjà depuis un moment. Voilà, donc aussi ce que je vais vous indiquer, déjà, je vous répète que dans le projet Mind the Cash, il y a 3
piliers, toujours, je le répète à chaque fois, ce qu'il y a l'analyse macroéconomique, après l'analyse fondamentale et l'analyse technique pour comprendre le sentiment, le comportement de foule. Donc quel est le sentiment des marchés. Donc aujourd'hui, pour le point de vue macro, j'ai du mal même à trouver un indicateur on va dire, qui peut nous laisser croire qu'il y aura une correction. Il devrait y avoir une correction, mais je ne vois même pas des indicateurs de surachat. Si vous regardez genre les indicateurs classiques comme RSI, on ne voit pas nécessairement de surachat significatif. Donc la hausse peut continuer. Elle peut continuer jusqu'à la fin décembre, au début de janvier. Après, à voir. Après, je vais vous enregistrer une vidéo de la fin d'année où je vais vous parler un petit peu de mes prévisions, comment je vois l'année 2021. Mais en tous les cas, à court terme, pour le mois suivant, je ne vois pas beaucoup de risques honnêtement, parce que je pense qu'on va suivre plus ou moins sur le même élan, et l'élan haussier évidemment. Et en plus, ce week-end, on a eu une nouvelle ce matin qui est sortie, que la FDA elle a approuvé le vaccin de Moderna, qui est plus efficace, qui se transporte plus facilement, et donc du coup, c'est encore du positif pour les bourses. Mais les bourses, ils commencent à réagir de moins en moins sur des bonnes nouvelles de vaccins. Et les banques centrales ont, encore une fois, ils ont délivré, ils ont laissé entendre qu'il y aura autant de liquidités qu'il faut et pour une période indéterminée. Donc on reste exactement dans le même schéma dans lequel on a vécu depuis la crise de coronavirus de ce printemps. On est vraiment inondé de liquidités, donc s'attendre que les marchés s'inversent dans ce genre de conditions, ça m'étonnerait. Il faut que quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait des nouvelles inattendues qui tombent. Mais j'ai du mal à imaginer ces nouvelles parce que si nous avons vécu déjà l'arrêt d'économie mondiale pratiquement, donc quelle nouvelle fondamentale devrait nous faire entrer dans une crise? Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. Bon, peut-être la guerre mondiale, j'espère pas, mais il devrait y avoir quelque chose encore plus grave qui pourrait faire peur au marché. Maintenant, le marché il est quasiment vacciné contre pas mal de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit arriver pour faire baisser ces marchés qui sont inondés de liquidités, l'argent facile qu'on peut emprunter à taux zéro, voire à taux négatif. Voilà, bon, j'arrête un peu tout ce blablabla macroéconomique. Maintenant, nous allons passer à revoir le portefeuille. Et après, je vais vous parler des actions que moi je voulais acheter, que je n'ai pas acheté, et qu'à la fin, je vais vous présenter les valeurs que finalement j'achète ce mois-ci dans le portefeuille PEA. Je vous rappelle juste que dans le portefeuille PEA, je mets uniquement les valeurs françaises. Donc là, je garde un petit peu ce cap patriotique. Donc les valeurs françaises, les valeurs que vous connaissez bien, pour ne pas chevaucher ces deux portefeuilles avec mon portefeuille personnel, parce que je sais qu'il y a des valeurs type BP, Shell qui sont éligibles à PEA également, Pfizer d'ailleurs aussi je pense, mais je ne veux pas mettre les valeurs américaines dans le portefeuille PEA, dans ce cas-là, bon, les valeurs étrangères, parce que parce que sinon ça va pas faire beaucoup de différence entre les valeurs, mon portefeuille personnel et le portefeuille PEA. Donc ici on se concentre sur les valeurs françaises, ou bien c'est des valeurs qui sont cotées sur le marché français et que vous entendez tout le temps sur BFM, donc voilà, en gros les valeurs qu'on connaît tous très bien. Voilà, tout d'abord, nous allons revoir les positions que nous avons déjà dans le portefeuille PEA. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Mind Cash, je vous rappelle que cette rubrique était lancée récemment, donc du coup, on n'a pas beaucoup de valeur. Donc, ce sont des montants théoriques, en fait, parce que moi, je suis parti du principe que on investit 50 000 euros. Et donc, et ça me permet aussi de vous montrer les poids de chacune des valeurs dans ce portefeuille. Donc en fait, la colonne très importante sur votre écran, c'est la value weighting. En fait, c'est en gros quel pourcentage, quel risque je prends sur telle ou telle valeur. Donc vous pouvez facilement voir que je ne prends pas beaucoup de risques parce que moi je trouve que les marchés sont extrêmement chers. Maintenant, pour moi, faire une sélection des valeurs intéressantes, c'est une mission impossible aujourd'hui. Donc parce que là, franchement, avec les valorisations actuelles des marchés, trouver quelque chose qui ait des perspectives, quelque chose qui est intéressant au niveau de valorisation, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, moi, je fais le travail colossal en fait pour retrouver des valeurs qui ont encore du potentiel dans le contexte actuel des marchés. Donc ça mérite au moins un like, j'espère, parce que c'est vraiment difficile à trouver, parce que c'est facile à trouver pendant les crises quand tout le monde a peur, tout a baissé, donc vous avez plein de belles valeurs qui sont accessibles. Mais aujourd'hui, on est au plus haut historique et on est quand même, si on veut être régulier, si on veut
faire augmenter notre patrimoine régulièrement et et constituer le portefeuille d'actifs boursiers, il faut qu'on soit régulier, il faut qu'on soit bien organisé dans notre investissements et prendre l'habitude d'investir en bourse tous les mois. Après, vous ajustez votre montant que vous pouvez permettre en fonction de votre capacité d'épargne, mais vous pouvez suivre cette logique qui est souvent considérée comme la logique la plus conservative, parce que comme ça, vous essayez pas de timer les marchés, donc vous investissez régulièrement tous les mois. Certaines valeurs, vous allez acheter au plus haut, certaines valeurs vous allez acheter au plus bas, selon les cycles boursiers. Mais dans tous les cas, vous gardez une certaine stratégie et vous prenez des bonnes habitudes d'investir régulièrement. C'est ça le but. En fait, le but, c'est pas que vous répétiez ce que moi je fais, ce que j'achète. Vous pouvez avoir l'avis complètement contraire. Donc et ça m'intéresse énormément votre avis, de les lire dans les commentaires. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est la manière comment je choisis des valeurs, quels sont mes critères, et surtout vous donner des bonnes habitudes, en fait, comment construire le patrimoine boursier en faisant des investissements réguliers. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de mon portefeuille PEA. Et derrière, je prends des vraies positions, mais par contre, les montants que vous voyez, c'est pas forcément les montants que moi je prends. Donc, mais en tout cas, pour garder ce biais que moi, ce de quoi je parle, ce que je vous présente moi-même, j'investis dedans. Donc, je garde ce biais, on va dire, déontologique, que ces valeurs-là, j'ai réellement dans mon portefeuille personnel également. Voilà. Voilà, donc je commence par bioMérieux. Ça, c'était on va commencer par Boiron plutôt. C'était la dernière valeur que j'ai achetée dans le portefeuille PEA. Encore une fois, parce que le mois dernier, j'avais du mal à choisir des valeurs parce que les marchés étaient déjà chers. Maintenant, ils sont devenus encore plus chers, parce que ça arrive quand il y a des quasi-bulles boursières que nous avons vues. Voilà, j'aime pas le mot bulle, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à une bulle, ce qui se passe aujourd'hui, surtout sur certaines valeurs. Mais en tout cas, Boiron, c'était un des choix que j'ai dû faire. Et on va voir pourquoi. Je vais vous montrer que vraiment les fondamentaux de Boiron sont très 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 intéressants. Donc vraiment la santé financière elle est au top, la profitabilité est énorme et en plus elle est sous-valorisée. C'est super rare de voir des valeurs comme ça. En plus dans le secteur médical. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que vous connaissez que Boiron, Osteo-Coccinum et tout un tas d'autres médicaments, c'est la homéopathie. Homéopathie, c'est quoi? C'est les médicaments qui ne sont plus remboursés en France à partir de l'année prochaine. Et le marché, justement, il a discounté en fait cette valeur, donc il a massacré cette valeur parce qu'il anticipe qu'ils vont vivre une chute de bénéfices, il y aura une chute de chiffre d'affaires parce que les gens, du coup, vont plus utiliser la homéopathie. Pourquoi je l'ai fait? Évidemment, je me rends compte, mais moi, je pars du principe que le marché il a déjà suffisamment discounté cette valeur. Donc, le marché, il anticipe déjà une certaine baisse de chiffre d'affaires. Ici, Boiron fait mieux. Si par exemple, les habitudes de consommation de médicaments deviennent, en fait, se révèlent plus fortes que le prix, donc si les gens vont être prêts à payer plus, même si le médicament n'est pas remboursé, pour se faire soigner avec la homéopathie, ça peut créer des bonnes surprises. Les bonnes surprises, c'est les hausses fortes pour les valeurs. Et il y a le potentiel pour la hausse sur la valeur Boiron. Si après le premier trimestre 2021, au deuxième trimestre 2021, finalement, la baisse de chiffre d'affaires sera moins que prévu et la baisse du résultat sera moins importante que prévu. Dans ce cas-là, cette valeur elle a toutes les chances de s'envoler en bourse et de retrouver ses moyennes. Bon, elle ne va pas revenir au plus haut quand ça a été remboursé, mais en tout cas, elle ne va pas rester sous-valorisée comme elle est sous-valorisée aujourd'hui. En fait, c'était ça ma logique, parce que je sais qu'après avoir acheté cette valeur, vous m'avez posé beaucoup de questions dans les commentaires pourquoi je l'ai pris, parce que en fait, ces médicaments ne sont plus remboursés. Donc moi je l'ai pris à cause de ça, parce que moi je pense que le potentiel, il y a du potentiel en termes de bonnes nouvelles à attendre dans 2021. Peut-être je me trompe, peut-être la chute de chiffre d'affaires sera encore plus grave que prévu, donc tout le monde va renoncer à l'homéopathie parce qu'ils ne voudront pas payer pour ces médicaments. Mais je prends un pari que ça ne sera pas le cas, en tout cas, ça ne sera pas le cas de tel, ils ne vont pas perdre tout leur chiffre d'affaires d'un coup. Voilà, et donc ça peut être susceptible de créer des bonnes surprises. Voilà. Maintenant, je passe à une deuxième valeur
que nous avons dans le portefeuille, ça c'est... Bon, c'est ST Microélectronique, ça y est, bon. Je vais vous révéler la première valeur que j'ai achetée. Donc ça, c'est une... Parce qu'il y a une valeur que j'ai déjà achetée, donc je n'étais pas très honnête, honnêtement, je suis désolé. Vous pouvez me mettre en dislike. Il y a déjà une nouvelle valeur que j'ai achetée dans le portefeuille, c'est ST Micro. Je vais en parler un petit peu après, parce que dans la partie qui est consacrée à des nouvelles valeurs, parce que je préfère. Et en même temps, je vais vous parler de la deuxième valeur qui, moi, je trouve excellente, où il y a vraiment eu un point d'entrée super intéressant, presque catégorie A, vous voyez, je fais en suspense. Et en même temps, on va parler de ces deux valeurs. Donc, Aquila, c'est une autre valeur que j'ai achetée le mois dernier. Encore une fois, j'ai acheté Aquila parce que j'avais du mal à trouver des valeurs où il y a du potentiel. Parce que Aquila, c'est une valeur extrêmement rentable. Je vais vous montrer ça encore une fois. Et c'est un spécialiste de la sécurité. En fait, ça fonctionne plus comme une société de services qui regroupe un certain nombre des sociétés qui assurent la sécurité. Et la rentabilité, elle est juste gigantesque. Vous voyez, ROI, donc return on equity, il est de presque 35%. Vous imaginez, c'est énorme. Donc la santé financière, elle est énorme. Et le seul bémol sur cette valeur, c'est qu'elle est très peu liquide. Donc là, je doutais même à un moment donné quand je commençais à l'acheter, parce que encore une fois, je garde ce biais déontologique que moi-même j'achète ces valeurs-là. Pour acheter cette valeur, c'est la galère. Donc j'ai attendu 2 ou 3 jours pour que mon ordre soit exercé. Donc j'ai fait une vidéo déjà, il y a déjà une vidéo sur les valeurs illiquides sur ma chaîne. Je vous invite de la revoir si vous n'avez pas vu. C'est quand même assez délicat d'acheter ces valeurs-là. Faites beaucoup attention et soyez accompagné par quelqu'un qui connaît mieux la bourse si vous êtes très débutant et si vous voulez acheter une valeur comme ça. Donc il faut faire beaucoup attention quand vous achetez des valeurs illiquides parce que vous pouvez vous faire exercer pas au cours que vous voyez sur votre écran. Donc voilà, il faut bien maîtriser le carnet d'ordre, etc. Donc j'ai déjà parlé de l'Aquila, on a déjà fait un tour, donc rien n'a changé. Et on voit que bon, cette valeur, elle a pris 6%, mais pour une valeur aussi peu liquide, 6%, c'est rien du tout. Donc ça des mouvements peuvent être très violents sur ces valeurs. Donc, et j'ai oublié de dire qu'évidemment, Boiron, je perds un petit peu d'argent pour le moment, mais c'est rien de méchant pour l'instant. Donc, bioMérieux. bioMérieux, pourquoi je perds de l'argent? Parce que c'est une société c'est une société excellente. Je pense que vous la connaissez déjà. Donc, elle est spécialisée en diagnostic in vitro des maladies respiratoires. Donc, évidemment, vous comprenez à quoi c'est lié. Donc, cette valeur, elle avait une énorme prime quand je l'ai achetée. C'était il y a 2 mois. Il avait une énorme prime Covid. Donc, et une fois que le vaccin est sorti, toutes les valeurs qui ont bénéficié de cette thématique du Covid qui était valorisée en tenant compte qu'ils peuvent en bénéficier, ont coûté très cher à ce moment-là. Et c'était le cas de bioMérieux. Une fois que ce risque a commencé à diminuer, donc du coup, il y a eu une prime de survalorisation sur ces valeurs qui est partie. Mais à l'époque, quand je l'ai acheté, je ne savais pas comment ça allait se dérouler. Et donc du coup, je voulais avoir cette exposition sur des valeurs qui sont exposées à une thématique de Covid et qui peut en profiter quelque part. Donc voilà, donc ça reste toujours une valeur excellente. Donc on peut voir ces paramètres fondamentaux, c'est vraiment juste excellent. Mais le problème que, évidemment, contrairement au Boiron, cette valeur elle est chère. Donc là, vous voyez que la santé financière elle est excellente, la profitabilité elle est 8 sur 10, modestly overvalued, donc elle est légèrement surévaluée. Donc voilà, donc ça c'était le prix à payer, mais par contre, les perspectives pour ces valeurs-là, pour les diagnostics respiratoires, je pense que même après la crise de Covid, on en aura besoin, et ça sera toujours le sujet d'actualité, et au contraire, ils ont un avenir très rassurant devant cette société, l'avenir très rassurant devant elle. Voilà, ensuite, les grosses bénéfices que nous avons fait, c'est des valeurs cycliques. Donc, contrairement à mon portefeuille personnel, je vous ai parlé la semaine dernière, moi je trouve que quelque part, j'ai mal fait mon travail, j'étais sous-exposé sur des valeurs cycliques qui ont été massacrées pendant la crise de Covid. C'était pas le cas sur PEA, parce que pour PEA, j'ai consacré quasiment un tiers du portefeuille actuel pour des valeurs cycliques, notamment les valeurs pétrolières. J'ai pris Total, il ne faut pas le présenter. Ma critère de sélection des valeurs pétrolières, c'est les valeurs qui investissent le plus dans l'énergie renouvelable. Moi, je trouve que Total, il est conscient que les années du pétrole sont comptées et ils investissent dans des stratégies, dans les énergies alternatives. Ils investissent beaucoup.
et ils ont un management compétent. C'est une très belle entreprise, toujours, qui a fait ses preuves. Même si j'ai aucune conviction, je n'ai aucun intérêt envers le secteur pétrolier classique. Je veux avoir cette valeur dans le portefeuille grâce à en fait, sa conscience des problèmes de ce secteur et son envie de se transformer. Donc Total, évidemment, il m'a fait des bénéfices énormes après ça. Donc 27%, 25% un mois, donc ça c'est excellent. Et Rubis, pareil, ça c'est tout ce qui est stockage de pétrole. Tous les problèmes que nous avons eu en mars quand le pétrole était négatif étaient liés au stockage. Donc ils sont plus spécialisés dans l'infrastructure de pétrole, de gaz liquéfié et des différents produits énergétiques. Donc Rubis, c'est une belle valeur. D'ailleurs, c'est un aristocrate de dividendes. Donc c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a 2 semaines où j'ai parlé des aristocrates de dividendes français. Donc Rubis, c'est le cas. Donc, et c'est une deuxième valeur cyclique que j'ai mis dans mon portefeuille au même moment. Et la dernière valeur star de notre portefeuille, plus de 32%, vous imaginez, c'est incroyable, donc la performance magnifique, que je l'ai acheté au même temps avec bioMérieux. Donc c'est à la fois et la technologie et la pharma, donc ça c'est mes 2 secteurs préférés. Donc c'est une société qui s'occupe de l'automatisation des pharmacies, donc c'est une société IT, bon en fait c'est de la technologie, mais par contre leur client c'est le secteur de la santé, le secteur des pharmacies, le secteur médical. Donc en gros c'était vraiment un excellent choix à l'époque, donc là ça fait une meilleure performance du portefeuille, et en plus c'est pas vraiment la valeur cyclique, mais c'est pas vraiment la valeur Covid. Donc du coup ça c'est vraiment, je trouve que c'est le meilleur choix que je fais parmi tous les autres choix dans mon portefeuille actuel. C'est le meilleur choix, c'était PharmaGest Interactive. J'ai pris une valeur de croissance qui a déjà fait ses preuves. Je suis très content de l'avoir dans le portefeuille. Voilà, donc et encore aussi, je vous ai oublié de dire que dans cette même vidéo consacrée aux aristocrates des dividendes français, j'ai parlé de PharmaGest Interactive qui est aristocrate également. Donc, et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, je n'étais pas au courant de ça. Donc, parce qu'en fait, pour moi, dans ma stratégie, je ne suis pas spécialement orienté dividende. Pour moi, le dividende, c'est important, mais ce n'est pas le critère majeur de mon choix d'investissement. Voilà, maintenant, nous allons parler d'une valeur à laquelle j'étais intéressé ce mois-ci, mais je ne l'ai pas acheté. C'est Solution 30. Solution 30, je pense qu'il y en a certains parmi vous qui l'ont dans vos portefeuilles. Bon, Solution 30, c'est une société qui est spécialisée, c'est une société informatique qui est spécialisée sur la réparation pour les particuliers, pour les entreprises. Et elle a subi une mauvaise note d'un fonds activiste qui s'appelle Muddy Waters, qui est assez connu. C'est un fonds activiste qui est spécialisé en vente en découvert, donc en fait ils font du short uniquement. Et souvent, ils mettent leur avis sur des valeurs et ces avis, ils pèsent énormément sur le marché. Donc après, il y a tout un tas, évidemment, de discussions. Est-ce que c'est une manipulation des marchés, etc., etc. Parce que clairement, eux, ils ont leur position short avant de faire ces annonces. Donc ça peut être considéré comme des manipulations du marché. Mais en tout cas, quand même, il faut reconnaître que souvent, leurs avis, ils correspondent à la réalité des entreprises. Donc, et là, nous allons essayer de comprendre pourquoi ils ont émis cet avis, parce que moi, franchement, ça m'a attiré beaucoup de mon attention quand j'ai vu cette baisse. Donc, et là, on voit que ça a baissé c'était vraiment quelque chose d'incroyable, ça baissait de 20 € presque, jusqu'à 7. En moment, c'était 7,5. Bon, après, ça a rebondi, la volatilité était énorme. Maintenant, on s'est arrêté autour de 10, mais en tout cas, la valeur, elle a perdu du jour au lendemain plus de moitié de sa valeur boursière, juste à cause de cette annonce. Et donc, je vais jeter un œil rapidement sur cette valeur, parce que je pense que vous allez avoir, surtout ceux qui ont malheureusement cette valeur dans le portefeuille, doivent se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et moi, j'hésite s'il faut l'acheter, parce que je me demande si c'est bien, si c'est peut-être la valeur qu'il faut acheter maintenant. Et en regardant le Guru Focus aujourd'hui, en état actuel des choses, on a l'impression que c'est une énorme opportunité, parce que la santé financière, elle est assez confortable, la rentabilité 8 sur 10 énorme, et maintenant, du coup, il devient significativement sous-évolué. La seule chose qui a attiré mon attention, c'est vraiment ce facteur, ce score Benesch-M. Benesch-M score, c'est un score qui indique la probabilité de manipulation comptable. Et c'est souvent
le cas en fait quand il s'agit des valeurs qui sont attaquées par ces fonds, parce que cela veut dire qu'ils peuvent détecter une fraude comptable. Bon, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas aujourd'hui pour Solution 30, mais en tout cas, le Benech M-Score, il est proche au niveau de... On est même un petit peu dans la zone manipulateur. Donc, cela veut dire, de point de vue de comptabilité, il a détecté quelque chose bizarre, au moins. Donc, ça ne va pas forcément dire que c'est un fraudeur comptable, mais quand même, ce score n'est pas très rassurant. Voilà, donc et ça peut représenter, effectivement, on pense à cette société allemande qui a quasi fait faillite, Wildcard, après justement le scandale comptable où ils ont caché, où ils ont truqué en gros leur bilan. Donc je ne dis pas que c'est le cas peut-être sur Solution 30, mais en tout cas, si on regarde, ils ont quand même la dette quand même qui est très importante. On voit que la dette to equity, il est à 132%. Donc c'est quand même, bon, c'est quand même beaucoup. Donc la dette, elle est énorme pour une entreprise IT, c'est quand même assez étonnant. Et en état actuel des choses, vraiment, quand je regarde leur ratio, hors ce Benech M-Score, je dirais que c'est probablement une opportunité. Mais il faut creuser le dossier. J'aimerais bien vous poser la question si vous connaissez cette valeur, si vous avez suivi, parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement de regarder en détail. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose où on devrait investir peut-être maintenant. Quel est votre sentiment par rapport à cette valeur? Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et probablement c'est une valeur à mettre dans le portefeuille. Bon, mais maintenant nous allons parler des sociétés. La première société que je mis dans mon portefeuille, la nouvelle société, nouvelle position que j'ai pris, c'est ST Micro. Donc ST Micro qui a baissé à cause de profit warning. Mais encore une fois, c'est une société qui est spécialiste des chipsets en fait. Qu'est-ce que c'est les chipsets pour ceux qui ne sont pas dans le métier? En gros, les chipsets, c'est un jeu de puce en français, corrigez-moi si je me trompe. En gros, c'est un système électronique qui est embarqué sur la carte mère et en fait, elle fait le liaison entre les différentes parties de système électronique embarqué sur la carte mère. Donc, elle passe par un système des bus qui relie les différentes composantes, notamment microprocesseurs avec le mémoire, et les chipsets, ils servent comme un intermédiaire, comme un coordinateur de tous ces éléments. Voilà, donc après, on ne va pas rentrer en détail technique, mais en tout cas, ce qui est le plus important que ST Microelectronics, ils sont positionnés sur les secteurs porteurs. Ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces chipsets, c'est vraiment ce que l'on aura besoin de plus en plus, on aura besoin énormément même à l'avenir. Donc on aura besoin pour tout ce qu'on appelle Internet of Things, c'est ça, c'est tout ce qui est les appareils connectés qui devient de plus en plus à la mode, la maison connectée, tout ça c'est des chipsets. Ensuite, évidemment, la voiture autonome, donc évidemment tous les téléphones portables, tous les ordinateurs, toute l'informatique qui va nous entourer de plus en plus dans les années à venir. Donc ça fait profiter, c'est le business de ST Micro. Donc concernant le secteur, pour moi, il n'y a aucun doute. Il faut avoir cette valeur dans le portefeuille. Pourquoi ils ont fait un profit warning? C'est tout simplement parce que, évidemment, leurs clients, ils ont été touchés par le Covid, mais ce pas des clients qui sont fragiles. En fait, ce pas des clients qui ne vont pas s'en sortir. Forcément, ils sont positionnés sur des secteurs porteurs et ce pas ces sociétés pour lesquelles je m'inquiète après la sortie de la crise du Covid. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir ce mois-ci dans cette valeur parce qu'elle nous a donné un intéressant point d'entrée. Voilà, comme vous pouvez voir sur votre écran que ce mois-ci, nous avons, en fait, ce mois-ci, ce dernier mois, il y a eu une forte baisse pendant ce profit warning parce qu'évidemment, sur toutes ces valeurs technologiques, il y avait une énorme prime parce que le secteur technologique, c'est dans le plus booming aujourd'hui. Donc, moindre mauvaise nouvelle, ça fait chuter les bourses, mais pour moi, ça ne remet pas en cause la solidité de l'entreprise. Et donc, moi, je le considère comme un bon point d'entrée. Je ne mettrai pas cette valeur dans la catégorie A, mais c'est quand même une solide catégorie B. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour cette valeur-là. Et je suis très content de pouvoir rentrer dans cette valeur, profiter de ce pullback pour ouvrir la première position sur cette valeur, sur laquelle je serai prêt à m'exposer à 2, 3 voire 3% de mon portefeuille. Voilà. Donc je vais regarder maintenant les ratios financiers. Donc c'est une société de croissance par excellence, donc évidemment, on voit que le revenu, c'est le chiffre d'affaires
Donc, on observe la croissance stable, donc avec l'accélération significative les 3 dernières années. Et donc, cette croissance va continuer, selon moi en tout cas. Donc, pareil pour leur profit. Donc, en gros, tous leurs flux financiers sont en train de monter, surtout l'EBITDA, vous regardez. Donc, l'EBITDA, elle est juste excellente. Et après, le net income, après, le net income, il est largement affecté par tout ce qui est investissement dans la recherche et développement, etc., qui est stable, qui est important. En fait, vous voyez que cette entreprise, elle consacre presque la moitié de leur profit brut dans la recherche et développement. Donc, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans son développement, dans son savoir-faire, dans son développement technologique. Donc, les marges sont juste excellentes. La marge brute, c'est presque c'est à 39%, elle s'approche à 39%, c'est juste parfait. Et elle était stable depuis dernière quinzaine d'années. Donc ça, ça n'a jamais descendu en dessous des 30%. Et ça touchait même 40% presque. Donc la marge brute, elle est très confortable. La marge opérationnelle, elle est confortable également. Et la marge nette, elle est proche de la marge opérationnelle, qui laisse quand même croire que c'est une entreprise qui est quand même de la rentabilité et une rentabilité saine. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons regarder? Voilà, ça c'est les ratios déjà, les ratios de rentabilité. Les 3 dernières années, ça explose, le business explose. On était à 15% sur ROI, maintenant on est à 15,5%, on a vu plus de 22% en 2018. Si on tient compte de la dette il n'est pas énorme déjà apparemment. Donc on voit que le ROI il est proche à ROIC, donc on est quasiment sur même grandeur, même échelle de valeur. Donc, et effectivement, debt to equity, il a seulement 30% de capital. La dette représente seulement 30% de leur capital. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas la société endettée. Donc du coup, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter pour elle. Donc pour faire tourner cette entreprise, elle n'a pas besoin d'emprunter beaucoup. Et si elle va emprunter, c'est probablement pour acheter les concurrences. Parce que pour emprunter aujourd'hui, peut-être avec les taux actuels, ça peut être une bonne idée. Et si cette entreprise va emprunter, c'est pour acheter de nouveaux business et pour augmenter sa part du marché. Donc EV/EBITDA, en fait, ça c'est un ratio que j'utilise beaucoup pour estimer la performance. Elle est à 12,5. Donc là, par contre, elle était à 5,6. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2018, visiblement quelque chose d'exceptionnel. Mais déjà 12,6 pour une entreprise technologique comme ça, je trouve c'est intéressant. C'est pas cher payé. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est que cette valeur aujourd'hui, moi je trouve que nous a offert un bon point d'entrée et que moi j'ai profité. J'ai déjà, je suis désolé pour ne pas vous avertir avant, mais je l'ai acheté cette semaine. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire mieux que moi. Parce que moi j'ai acheté et je suis à moins 1%, donc c'est bon, c'est pas grand chose. Mais dans tous les cas, moi je suis pas. Vous voyez, donc là je suis quand même assez transparent. Je pourrais vous dire que je n'ai pas encore acheté, mais j'ai fait honnêtement. Cette valeur-là, j'ai une petite baisse, mais bon, après, j'espère qu'évidemment, je l'ai acheté il y a quelques jours seulement. Voilà, donc là, et maintenant, la deuxième valeur que j'ai pas encore acheté, mais je vais acheter la semaine dernière, et ça, c'est vraiment quelque chose top de top. C'est une valeur que je rêvais d'avoir dans mon portefeuille. Et c'est la valeur qui s'appelle Euronext, que si vous tradez en bourse, vous connaissez sans aucun doute, parce que c'est la place boursière, c'est la place boursière de la Bourse de Paris notamment. Et les places boursières ont tous les avantages concurrentiels. Donc j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je vais vous le répéter qu'il y a deux types de places boursières. Les places boursières pour les actions et pour les produits futurs, donc, ou les produits dérivés. Donc pour moi, Euronext, il pourrait prétendre de faire partie de la catégorie A, parce que le temps que le capitalisme existe, les bourses vont exister. Et donc les sociétés comme NYSE, comme Deutsche Börse, comme LSI, ça c'est la bourse de Londres, comme Euronext, elles vont exister, elles vont dominer. Donc c'est vraiment le secteur très oligopolistique où le ticket d'entrée il est quand même très élevé. Donc, et ces bourses-là, ils ont beaucoup d'avantages concurrentiels par rapport aux autres, donc parce que la concurrence elle est très faible. Il y a une petite sensibilité au taux, parce qu'en fait, souvent ces places boursières, c'est elles qui proposent les leviers, les fameux leviers. Et donc les leviers,
évidemment, ils touchent plus d'argent quand les taux sont plus élevés parce qu'ils donnent, en fait, quelque part, ils prêtent l'argent. Donc, ils fonctionnent un peu comme des banques à court terme pour faire des transactions financières. Mais en tout cas, cette sensibilité au taux, elle est quand même faible. Et vous voyez que la profitabilité de ces entreprises, elle est très, très, très solide. Et donc, cette entreprise nous ouvre un point d'entrée. Elle est toujours chère. C'est très difficile de l'acheter. Donc, elle est toujours très chère. Donc, évidemment, on a raté, comme en tout cas, moi, je l'ai raté en mars. Mais aujourd'hui, ça nous donne une petite opportunité d'ouvrir au moins une petite ligne. Après, je ne sais pas si ça va baisser encore. Si ça va baisser encore, je vais renforcer ma position. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je suis confiant. Cette valeur, je voulais avoir dans le portefeuille et je vais profiter de ce point d'entrée, même si ça peut probablement baisser encore. Donc voilà. Donc le chiffre d'affaires de cette valeur, pardon, elle est bon, il est croissant, il est stable. Donc ici, je ne m'attends pas d'une explosion de chiffre d'affaires, mais en tout cas, je ne m'attends pas à la diminution. Il y a de plus en plus d'intérêt envers les bourses. Donc maintenant, et leur résultat net également, il est très stable. Donc il n'a pas d'une croissance stratosphérique, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc vous voyez que la rentabilité de leur activité, elle est énorme. Donc 26% de ROI, si on tient compte de la dette, il est à 15,5, c'est plus que solide, plus que solide. Et donc l'endettement, il est très faible, donc 0,74%. Bon, là, on a dépassé 100, donc, mais ces places boursières, ils peuvent largement rentabiliser leur croissance. Donc s'il en prend de l'argent, c'est souvent pour acheter de petites places boursières, donc acheter la concurrence, mais dans tous les cas, je n'ai aucune inquiétude pour ces valeurs-là. Et quand ça baisse, en fait, j'applique presque le même principe comme pour la catégorie A. Quand ça baisse, je profite de cette opportunité. Voilà. En plus, ces sociétés, elles versent un dividende d'environ 1,5%, ce qui n'est pas beaucoup évidemment, mais de nos jours, c'est déjà quelque chose. Et encore une fois, je fais la première, en fait, je rentre dans cette position, je ne mets pas beaucoup pour l'instant d'argent parce que ça peut encore baisser. Et si ça baisse, ça sera une autre opportunité de se renforcer sur ces valeurs de qualité. Dans tous les cas, aujourd'hui, je fais le focus sur des valeurs avec lesquelles je peux passer la crise de manière saine. En fait, je peux dormir tranquille, même s'il y a une grosse crise que nous allons vivre probablement l'année prochaine, probablement pas. Mais dans tous les cas, je fais la sélection de valeurs dans lesquelles je suis confiant. Ça ne va pas dire que c'est des valeurs qui ne vont pas baisser pendant la crise, mais c'est des valeurs pour moi, qui ne sont pas structurellement risquées. Donc c'est pour ça que je choisis les valeurs uniquement qui sont dans des secteurs porteurs, qui ont déjà des profits, avant le Covid, pendant le Covid, qui ont fait ses preuves et qui ont toutes les chances de faire encore mieux ses preuves après le Covid. Donc seules valeurs qui sont risquées, on va dire, en cas de grosse crise, pour moi, c'est les pétrolières, mais c'est celles qui ont fait le plus de plus-value, le plus de rentabilité ce dernier mois. Mais je les ai achetées très bas, je parle des valeurs... Rubis et Total, donc c'est des valeurs que j'ai achetées extrêmement bas et à ce moment-là, je ne pouvais pas ne pas profiter de ces opportunités parce que Total, forcément, ça vaut quelque chose, Rubis, forcément, ça vaut quelque chose, il fallait les acheter, donc c'était une bonne décision, mais ce n'est pas des valeurs avec lesquelles je peux dormir tranquille et j'essaie de les diluer avec des valeurs, même si elles sont chères, avec des valeurs qui sont plus résistantes en cas de crise qu'on peut vivre. Vous voyez, donc c'est un peu ça la logique, parce que l'incertitude aujourd'hui est telle que c'est très difficile à se projeter. C'est très difficile de se projeter au-delà d'un seul mois. Donc, et pour le faire, moi je préfère me concentrer sur des valeurs qui ont des rentabilités suffisamment élevées pour passer les moments difficiles. Donc voilà, la semaine prochaine, je vais ouvrir cette position sur Euronext à la hauteur de 0,5% de mon portefeuille. Encore une fois, ça ne sera pas agressif. Je reste largement cash pour le moment parce que moi, je trouve que les marchés sont tellement chers. Je ne vais pas prendre de position agressive sur aucune des sociétés. Donc, et je vais attendre, en fait, je vais finir cette année déjà tranquillement. On va voir le début de l'année 2021. Je pense que ça sera aussi positif. Mais après, j'ai quand même beaucoup de questions. On va voir comment va se dérouler cette histoire de Covid, quand est-ce que les vaccinations vont réellement généraliser. Et c'est à partir de ce moment-là, on pourra se projeter plus concrètement et voir qu'est-ce qui se passe, quelle sera la politique des banques centrales. Est-ce qu'ils vont
restreindre leur politique accommodante suite à la sortie de la crise du Covid ou pas, ou ils vont chercher d'autres raisons pour continuer à injecter de l'argent. Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser l'année prochaine. Dans tous les cas, voilà, ça c'est dans cette catégorie. Nous focusons sur nos chères valeurs françaises que nous connaissons tous. Donc, et il y a d'autres catégories où vous pouvez voir les valeurs étrangères, les sélections des valeurs internationales que moi je fais, notamment dans mon portefeuille personnel. Et nous avons également le portefeuille des REITs, des valeurs de foncières cotées, ceux qui aiment l'immobilier. Mais en tout cas, ça c'était le PEA, ça c'était la France. Et vive la France et vive la République. Allez, à très bientôt, Mind de Cash.